Nun möchte ich aber Maurice Hollander bitten, dass er etwas zu seinem Interview sagt. Wir werden also jetzt zur Frage der Zeugenschaft sicher etwas hören. On va parler maintenant, je pense, particulièrement du témoignage, puisque votre commentaire pour l'interview, c'était du silence comme forme de témoignage possible. So. Moi, je suis très attentionnée à ce que vous allez dire et je vais essayer ensuite de résumer, mais vraiment en 2 points, ce que vous avez dit. Also, Monsieur Hollander wird auf Deutsch reden, Entschuldigung, auf Französisch reden und dann werden wir den O-Ton des Interviews kurz hören und ich werde zwischendurch vielleicht oder danach zwischendurch vielleicht versuchen, ganz kurz in 2 Sekunden das zusammenzufassen auf Deutsch, falls es Zuhörer gibt, die nicht verstehen, was jetzt ausgeführt wird. Genau. So first, sorry, dass ich auf Französisch sprechen werde. Natürlich, wenn es Fragen gibt später, können Sie sie auf Deutsch formulieren. Ich verstehe Deutsch, aber sprechen etwas, aber nicht. Ce que je pense, c'est que je m'arrêterai peut-être à certains moments. Il y a des sections faciles pour vous permettre de dire un demi-mot. Donc merci d'abord au centre Marc Bloch, dirigé par Catherine Goussef et son directeur adjoint Marcus Messling, qui a organisé toute cette soirée, qui a présidé à la soirée, à Andrea Allerkamp, sans quoi on ne serait pas assis les uns aux côtés des autres ici, qui est professeur à Francfort-sur-Oder, de m'avoir convié à cette rencontre, alors que je suis, contrairement à ceux qui sont à mes côtés ici, que je suis spécialiste de rien, ni de l'œuvre théorique de Jauss, ni de sa biographie militaire, que je ne connais en termes académiques rien à la Deuxième Guerre mondiale, pas plus que de tel ou tel aspect, pas plus que ce qu'on lit de la culture générale, enfin, pas plus que je ne serais spécialiste de l'histoire du nazisme. Certains d'entre vous le savent, mon métier c'est l'Altertumswissenschaft, l'archéologie, la philologie, c'est ainsi qu'on s'est rencontré avec Messling, ainsi qu'une chose un tout petit peu étrange, inhabituelle, qui me vient des collègues et des amis, dont Charles Malamud qui est avec nous ce soir ici et que j'ai développé à l'école des hautes études, qui serait une historiographie des savoirs, donc un peu aussi le mot academicus dont vous venez de parler, une historiographie des savoirs, principalement des fables linguistiques, anciennes et modernes, à première vue, donc rien à voir avec les sujets de ce soir, comme tout le monde a ri jusqu'à présent. Et il ne faut peut-être pas traduire ce que j'ai dit. À la demande de Marcus Messling, nous allons donc, c'est ce que je vais introduire maintenant, entendre quelques très brefs, vous verrez pourquoi je dis très brefs, fragments de mes échanges avec Hans-Robert Jauss dans un enregistrement qui a donc servi de base à la publication de l'entretien dans Le Monde. Cet enregistrement est de très mauvaise qualité, parce qu'il a été fait avec un très mauvais magnétophone d'avant la période de l'iPhone. Cet enregistrement a été fait dans la maison de Jauss, à Litzstetten, sur le lac de Constance, ça a déjà été dit, le 15 août 1996, et dans mon carnet, j'ai retrouvé, c'était à 10h du matin, nous étions en compagnie de Karl-Heinz Stierle. Stierle, vous le savez, qui a succédé en 1988 à la chaire de Jauss à l'université de Constance au mois d'août 1996. Jauss avait donc, vous m'avez posé la question, Messling, avant presque 75 ans. Il est né le 12 décembre 1921 et il est mort le 1er mars 1997. Dans un email du 21 mars dernier, mon voisin, Jens Westemeyer, que j'ai rencontré aujourd'hui, mais on s'écrivait déjà, parce que le centre Marc Bloch est très bien organisé quand il organise ses soirées, il m'a posé plusieurs questions très importantes auxquelles je réponds d'autant plus volontiers que cela va permettre de donner, d'une manière un peu plus rigoureuse, un cadre historique qui justifie ma présence ce soir parmi vous et en même temps qui en précise les limites.
Voici quelques-unes seulement, parce qu'il y en avait d'autres, des questions de Westmeyer qui sont importantes pour comprendre le contexte historique. Comprendre le contexte historique qui a présidé à cet entretien publié par Le Monde. Je vais citer quelques-unes de ces questions. Est-ce que vous croyez que je dois m'arrêter? Donc, comme tout le monde rit, ça va, je continue à être... Non, personne ne rit. Oui, non, rit, ça veut dire comprendre. Ah, d'accord. C'est peut-être une chose qui a manqué à Joost Verstehen, ist erst lachen. Bon, voici quelques-unes des questions. Puis-je me permettre, écrit-il, de vous poser des questions touchant Joost et l'interview même. Voici la question. D'où venait l'idée de l'interview dans le monde littéraire? Est-ce que ça venait de vous-même ou de la part de Karl-Heinz Stierle? Est-ce que vous vous souvenez de la chronologie et des arrangements préliminaires? Il va être content parce qu'il va avoir des réponses. Comment, en tout premier lieu, le propos d'une interview s'est cristallisé? Une autre question à laquelle je ne répondrai pas, mais on pourra en discuter. Votre proposition rhétorique que Joost pouvait écrire ses mémoires, fut-elle une idée spontanée de votre part, ou peut-être une idée inspirée par une autre, par quelqu'un d'autre? Voici donc maintenant comment je vais répondre. Je vais répondre en disant qu'il y a eu deux facteurs, deux choses entièrement différentes, apparemment, qui ont présidé à ma rencontre avec Joost, deux facteurs qui sont indépendants, sans aucun lien l'un avec l'autre, sans aucun lien, du moins dans un premier temps. Pour comprendre comment et d'où est venue, comme l'écrit Westmeyer, l'idée de l'interview dans le monde littéraire, je vous rappelle simplement le contexte historique de l'époque. Il y aura deux actes, acte 1, acte 2. Acte 2, il y aura deux scènes. Acte 1. Vous pensez que vous devez traduire quelque chose? Acte 1. Vous m'arrêtez si c'est trop confus. Acte 1, c'est très important pour cette soirée, pour moi aussi. Acte 1, je ne connaissais ni le nom, ni l'œuvre, ni la trajectoire de Joost. Nous sommes dans les années 90. Je faisais à l'époque partie de l'équipe du Monde des Livres. C'était une époque où, après les débats liés à l'Historikerstreit, au milieu des années 80, à l'historien, et aussi l'historien allemand, vous connaissez Ernst Nolte, échangeait des lettres, des correspondances avec notre collègue et ami François Furet, très précisément entre février 96 et janvier 97. C'est peu banal parce que c'est la période très courte qui nous concerne ici ce soir, en tout cas pour cette interview. Dans ces lettres, dont nous avions l'écho, on savait qu'elles existaient avant même qu'elles ne soient publiées en 98, on trouvait à la fois une juxtaposition, l'un à côté de l'autre, des comparaisons entre communisme et nazisme, mais aussi certains lecteurs ont voulu y déceler une sorte d'équivalence, encore très différent, entre nazisme et communisme. Et lors d'une réunion au Monde des Livres, sans doute que quelqu'un était en train d'expliquer que le communisme et le nazisme, c'est tout à fait la même chose, etc. J'ai pris la parole. Je précise, parce que c'est une chose peut-être importante ici, je viens d'une famille, c'était pas une famille communiste, et moi-même, j'ai toujours eu beaucoup d'amis qui étaient communistes. Je veux dire, je n'ai pas d'expérience propre par rapport au communisme, sans quoi... bon. Donc, lors d'une réunion au Monde des Livres, j'ai pris la parole et en substance, j'ai dit quelque chose comme ça. Voilà, vous savez que je suis archéologue, période grecque, m'occupe en plus de la sexualité des dieux, donc c'est assez loin de la Deuxième Guerre mondiale. Je suis philologue des textes anciens, je connais rien à la Deuxième Guerre mondiale. Et à ce moment-là, je me suis lancé, et c'est ça, le début de mon affaire. Joost n'est toujours pas là. Ce qui me frappe à propos de l'équivalence quasi automatique entre communisme et nazisme, qui est devenue à la mode, en tout cas dans les médias, mais aussi chez un certain nombre de nos collègues universitaires dans ces années 70, ce qui me frappe donc, c'est qu'il y a, vous le savez, des bibliothèques entières d'anciens intellectuels communistes qui disent pourquoi ils sont devenus communistes, comment ils ont choisi cette idéologie, pourquoi ils ont cessé de l'être, comment ils ont quitté le parti. Bref, une réflexion autocritique. Or, leur ai-je dit, je cherche un livre d'un savant
ou d'un écrivain éminent, connu, engagé dans le nazisme, disant à la fois comment et pourquoi il est devenu nazi, mais aussi comment il a cessé de l'être. Ce livre existe peut-être, mais je ne le connais pas. Autrement dit, où sont les livres d'anciens nazis, professeurs, écrivains célèbres, rompant le silence sur leur propre passé nazi pour tenter de comprendre ce qui leur est arrivé? Je vous rappelle que nous sommes là bien longtemps avant la publication des mémoires de Günter Grass en 2006 et bien sûr avant les Schwarze Hefte de Heidegger qui alourdissent le silence, même si c'est un silence très prolixe. Une brève parenthèse pour signaler que dans mon livre, ce que j'ai fait, ça a été rappelé, j'esquisse une étude comparée, technique, de divers types de silences. Les silences de Joost, dans le livre, Joost va arriver dans un instant pour l'interview, de Joost, de Gadamer, de Heidegger, de Koselleck, de Borst, de Günter Grass, d'autres encore. Il peut s'agir chaque fois de types de silences spécifiques qui ne sont pas identiques. Un silence ne vaut pas un autre silence. Il s'agit de diverses formes de silence, plus ou moins silencieux, mais rarement bavards. C'est donc dans ce contexte qu'est apparu pour moi en un premier moment le silence des professeurs, écrivains, intellectuels engagés dans le nazisme, encore une fois, tels Carl Schmitt, Heidegger, Jünger ou Gadamer. Il y a aussi des silences écrits. C'est pas vrai, j'ai jamais repensé à Heidegger. Gadamer, il faut se souvenir qu'il effaçait dans ses Kleine Schriften de 1972 des passages de sa conférence faite à Paris chez Karl Epting le 29 mai 1941 sur Herder et l'histoire. Gadamer effaçait en silence, sans signaler son geste d'effacement en 1972. Il faut souligner qu'il s'agit au demeurant, cette conférence sur Herder et l'histoire, d'une très belle et d'une excellente conférence que j'ai souvent citée et dont je vous conseille la lecture. Il y avait juste le final où il faisait l'éloge du Reich, enfin, il expliquait que Herder annonçait. Mais le silence dont je parle ici n'est pas non plus celui qui a souvent été étudié par les anthropologues dans le cadre de rituels religieux, ni le silence mystique de la méditation, ni d'autres formes de silence étudiées récemment par Alain Corbin dans son dernier livre qui vient de paraître. Ce soir, vous le savez, il s'agira du silence évoqué dans leurs écrits, silence de la mémoire, silence sur la mémoire, notamment par Aleida Assmann, ou alors, pour le silence des communistes, trois auteurs italiens, Vittorio Foa, Miriam Maffray et Alfredo Reichlin, en 2004 chez Einaudi, ont publié un livre sur le silence des communistes. Et bien sûr, il s'agit du silence dont parle si bien Ottmar Hette dans son dernier livre, quand Hette... Le plus récent, pas le dernier. Non, le dernier paru. Mais ça, c'est l'éditeur en moi, parce que le dernier imprimé. Oui. En français, quand on dit le dernier livre, ça ne veut pas dire le dernier qu'on écrit, ça veut dire... Oui, oui, non, nous sommes tous... Oui, oui. Donc, le livre qui vient de paraître, et qui est tout chaud, qui est là. Donc, et dans son livre, il insiste aussi sur le jeu de cache-cache avec le silence de Joost, eine Selbstbehandlung, die sich durch ihr Zeigen zu verbergen sucht, aber zugleich durch ihr Verbergen deutlich zeigt. Ce jeu de cache-cache, vous vous en souvenez, il est très présent explicitement parce qu'il est théorisé tel quel par Günter Grass dans ses mémoires. Je reviens maintenant, pour continuer à vous répondre. En 1996, je suis solitaire, seul, entre silence et effacement, et je m'interroge. Acte 2. Acte 2 qui vient chronologiquement après l'acte 1, mais qui est indépendant. Cet acte 2 aurait pu ne jamais exister. Indépendant du moins dans sa première scène. Comme presque chaque année, en 1996, depuis 1987, Yves Bonnefoy réunit, et il l'a fait jusqu'en 2004, en chaque début d'année, ou en janvier ou en février, une douzaine de collègues et amis à participer à un colloque sans aucun public au Collège de France, à la Fondation Hugo,
Et ce colloque qui a duré un grand nombre d'années, qui a été publié, si vous voulez les références, je vous dirai, sur toutes ces années, a toujours eu le même thème, l'autonomie du poétique. Et comme chaque année en 96, avec Jean Starbinski, Jacqueline Risset, quelques autres habitués, Karl-Heinz Stierle est là. J'ai retrouvé les dates, c'était du 1er au 3 février 96. Scène 2. Maintenant arrive la réponse pour vous. Je prends un café avec Stierle et je lui parle de mes questions à moi, ce n'est pas les siennes, c'est les miennes, sur le silence de ceux qui, après tout, homo academicus, sur le silence de ceux qui auraient pu être, suivant nos âges respectifs, qui ont été nos collègues et qui se sont engagés d'une manière ou d'une autre, plus ou moins actifs dans le nazisme, Schmitt, Heidegger, Jünger, Speer, Gadamer, etc. Et c'est alors qu'il prononce le nom de quelqu'un que je ne connaissais pas, parce que ce n'est pas un archéologue célèbre, Hans Robert Jauss. J'entends son nom pour la première fois. Il évoque immédiatement la publication du professeur Richards, que je salue, je crois, parmi nous ce soir, et me donne la référence de son texte dans le volume sur Curtius, publié chez Honoré Champion en 1995. Puisqu'il est avec nous, il précisera, c'était une conférence de 92 peut-être. Et donc, Champion n'est pas loin, là où nous étions, je vais immédiatement acheter le volume, et je découvre en février ce qui allait devenir, si je ne me trompe pas, mais vous me le direz, à partir du mois de mars, une affaire Jauss dans la presse allemande. Stierle, ce jour-là, m'a parlé du passé de Jauss Waffen-SS, et, pardon, je ne sais pas, je ne peux pas savoir, je regrette de ne pas pouvoir être plus précis, si l'idée d'interroger Jauss est née chez moi, chez lui, chez les deux en même temps, l'idée d'une rencontre avec Jauss pour le monde. La suite, très brève cette fois-ci, elle est mécanique. Stierle en parle à Jauss, et vous m'avez dit, lorsqu'on s'est rencontrés, qu'il y a une marque déjà au mois de mars dans son journal à Marbach de l'importance du journal Le Monde. C'est exact ou pas? Oui, en mars 96, Entschuldigung, in März 96, ja. Bon, donc ça confirme, vous voyez, on est le 2, là c'est l'histoire, labo de Centre Marc Bloch, labo de l'histoire en direct, source à l'appui, donc le 2, le 3 février, on est là, un mois après, il écrit, dit mon voisin, il écrit, tiens, Le Monde c'est un bon endroit pour rendre public ces choses-là, donc Jauss lui demande d'une part, moi, je fais la proposition au journal Le Monde d'une rencontre avec Jauss et la chose se met en route techniquement. Ottmar Hette, dans son livre, analyse longuement l'article du Monde en soulignant les silences de Jauss. Lors de notre rencontre avec Jauss, dont vous allez maintenant entendre quelques extraits, Jauss esquive. Il évite sans arrêt mes questions qui n'étaient en effet pas, je me rends compte maintenant, celles d'un spécialiste. C'est une question inhabituelle. J'arrive chez lui et je commence par lui dire, c'est le début, je dis, je vais vous dire, votre passé de Waffen-SS ne m'intéresse absolument pas. Tout ce que vous avez fait, il y a eu des tribunaux, vous avez été jugé, j'en ai, c'est pas, et puis j'y connais rien, non. Moi, j'ai une seule question à vous poser. Aujourd'hui, nous sommes le 15 août 1996. J'aimerais vous demander de me parler du silence d'une génération. Au fond, ce qui m'intéressait, c'était la responsabilité du savant, la responsabilité du philologue, la responsabilité de l'historien de la littérature, la responsabilité du citoyen face à qui? Face aux générations futures. Je lui demande de parler de son silence et du silence de toute une génération pendant plus de 50 ans. Et vous savez qu'il m'a répondu en parlant du silence des autres, le silence de Heidegger principalement. Et donc il ne répond jamais à mes questions sur son propre silence. Un dernier mot, avant d'entendre sa voix, sur mon état d'esprit en rencontrant Jauss. Et ce point est capital, puisque
ce que je vais vous dire maintenant a orienté tout l'entretien que j'ai eu avec lui, entretien dont je l'ai averti, parce que c'est ce qui m'importait, qu'il aurait la totale maîtrise. Il relirait tout, il pourrait changer chaque virgule avant que ça paraisse dans le monde. Ça ne m'intéressait pas de lui extorquer des choses. Ce qui m'importait, c'est son affirmation, y compris ses mensonges. Sans polémique ni agressivité, quel était mon souci? Mon souci était de comprendre quelque chose. Comprendre quoi? Comprendre ce qui peut rendre muet, silencieux, taiseux, stupide en latin. Jauss parle de stupeur. Ce qui a donc pu rendre taiseux pendant plus d'un demi-siècle des hommes. Mais c'est pas n'importe qui. C'est des hommes dont l'unique métier, l'unique profession, c'est de faire quoi? C'est de parler, d'écrire, de transmettre des choses d'une génération à l'autre. Des professeurs, des chercheurs, des écrivains. Voilà que leur métier, c'est de parler sans arrêt d'écrire et ils se taisent. Ça marche comment, ça? C'est ça que je lui ai dit. Si je voulais que ce texte soit en effet signé par Jauss, comme on signe un contrat ici avec ses lecteurs, comme un auteur consigne son œuvre, en assumant sa totale responsabilité à l'égard de chaque mot, chaque virgule, pourquoi, de ma part, une telle exigence philologique? C'est afin de pousser Jauss dans ses derniers retranchements, comme pour l'inciter à s'affronter à son propre silence, et pas seulement à celui qu'il désigne comme le silence de ses maîtres. Vous le savez, et plusieurs collègues et amis me l'ont fait savoir, cela a été un échec. Mon échec. Du moins, si je délimite le but de cette rencontre à la parole effective de Jauss. Mais ma tentative avait en réalité encore une autre intention. C'est pourquoi je voulais que son texte soit signé. En imprimant à plus d'un demi-million d'exemplaires, 20 000 signes, 20 000 caractères signés par Jauss, je contribuais, avec l'aide d'un grand journal, à la production d'une archive matérielle qui témoignait, pourrait-on dire, de quelques formes de silence, des formes creuses, sans doute, mais des formes objectives, néanmoins. L'archéologue qui sommeille en moi désirait que des archives matérielles, pétries de silence, puissent néanmoins se manifester en relief, ici un demi-million d'exemplaires, pour que ce silence même puisse devenir une forme technique de témoignage historiographique, et que quelque chose qui a toutes les allures de l'absence puisse advenir dans une forme de silence historique, sans effacer ni l'absence, ni le silence. Une sorte, si vous voulez, de déclaration historique de silence. Le philologue pourra un jour identifier ici des poches de silence. Je termine en vous disant que pour préparer la soirée de ce soir, j'ai donc pour la première fois, en demandant à l'IMEC, où se trouvent mes archives, réécouté plus d'une fois, 2 fois, 3 fois, les presque 2h30 d'échanges que j'ai eus avec Jauss il y a exactement 142 minutes sur la bande originale, c'est-à-dire presque 2h30. J'ai été frappé de voir le nombre de fois où je lui pose la même question sans aucune réponse. À présent, nous allons donc entendre 7 extraits, 7 extraits. Il dit quelques mots en allemand aussi, vous verrez. Quelquefois, l'extrait n'a que quelques secondes, quelquefois 1 minute. Il n'y a que le dernier extrait qui est un peu plus long. J'ai laissé à certains moments mes propres questions pour que vous puissiez entendre quelque chose de l'atmosphère de la rencontre. C'est d'ailleurs plus une atmosphère que vous allez percevoir que des contenus, en raison aussi de la mauvaise qualité technique et aussi en raison de la brièveté des extraits. Je vous rappelle que j'ai choisi, sur près de 2h30, moins de 7 minutes. Mais il faut vous rappeler que le texte qui est né de cette rencontre, qui a donc été rédigé, lu par Jauss, il existe en français,
en anglais et en italien. Vous pouvez le lire dans son intégralité. Et la version sonore, je vous l'ai dit, se trouve dans mes archives à Limec, dans une belle abbaye du XIIe siècle en Normandie, près de Caen, en France. Alors, à présent, il nous faut nous concentrer, pas faire de bruit, pour écouter du silence sonore. Ça va commencer par une question. Joost ensuite va dire que comprendre, c'est pardonner. Ensuite, il va parler du rapport entre Schult et Cham. Ensuite, 2 fois, il va parler de son expérience de soldat. Et puis, je vous laisse découvrir la fin. Je vous dis simplement que pour préparer cette soirée, parce que nous n'aurons pas le temps de tout ça, j'ai fait, puisque le centre Marc Bloch est un grand centre d'histoire, que l'école des annales des années 80-90, avec Vachtel, Lucette, notre ami Lucette, dont le nom sur le coup ne me revient plus, nous a initiés aux archives orales. J'ai moi-même interrogé Stirle, Yves Bonnefoy, qui a bien connu Joost, Jean Starobinski chez lui à Genève il y a moins d'un mois, et son fils Michel, et David Bellos qui m'a fait une longue lettre, le biographe. Donc il y a aussi beaucoup de témoignages pour l'avenir qui existent et qui sont des témoignages oraux. Voilà, je crois qu'il faut... Merci beaucoup pour cette très belle Intervention. Also ich werde mir jetzt nicht den größten Raum erlauben, dass ich jetzt alles in 2 Minuten zusammenfasse. Aber es ging im Wesentlichen um 2 Akte des Schweigens. Der erste Akt bezog sich auf die historische Kontextualisierung. Monsieur Hollander hat betont, dass es doch merkwürdig sei, dass viele Kommunisten Autokritik betrieben haben, während es seiner Meinung nach kein einziges Buch gibt über das Phänomen des Narzissmus, beziehungsweise also ein autokritisches Buch von Tätern aus dem nationalsozialistischen Kontext. Er nennt dann auch verschiedene Namen in seinem Vortrag, das haben Sie vielleicht auch verstanden. Was ihn interessiert, ist auch das, was Herr Ette in seinem Buch gezeigt hat, nämlich diese Dialektik von Zeigen und Verbergen. Je mehr man verbirgt, desto mehr zeigt sich etwas deutlich. Das ist der erste Akt, den Sie erklärt haben. Und der zweite Akt, wobei Sie Ihre eigene Biografie noch mit einbezogen haben, gesagt haben, Sie sind ein Archäologe, was natürlich wunderbar Foucaultianisch ist. Ja, Sie sind ein Archäologe des Wissens und gehen eben den tiefen Strukturen nach dieses verschiedenen Schweigens. Und um die verschiedenen Qualitäten des Schweigens geht es dann in Akt 2, wenn ich das noch zusammenfassen kann. Genau, also da skizziert er nach, wie eben diese Idee entstanden ist, weil natürlich waren die auslösenden Fragen von Herrn Westemeyer in einer E-Mail, wo er ihm einfach gefragt hat, wie ist die Idee dazu entstanden, zu diesem Interview. Und Maurice Hollander erzählt, wie er Karl-Heinz Stierle auf einem Kolloquium getroffen hat. Und dort haben sie beide überlegt, dass das Interview keinen besseren Ort auch finden könnte als in Le Monde. Und schließlich hat er dann Hans-Robert Jauss gesagt, dass er sich überhaupt nicht interessiert für seine SS-Laufbahn, sondern dass er vielmehr über das Schweigen einer ganzen Generation sprechen möchte, nämlich das Schweigen der Gelehrten, der Philologen, der Literaturwissenschaftler und aber auch der ganz normalen oder ganz einfachen Bürger. Und was Jauss dann gemacht hat als Antwort war, dass er über das Schweigen der anderen gesprochen hat und dieses Schweigen der anderen vor das eigene geschoben hat. Monsieur Hollander hat dann wunderbare Ausführungen noch zur Stupeur gemacht, im Descartes'schen Sinne, ganz wie sich das gehört für einen Franzosen, aber ich werde das jetzt nicht noch nachvollziehen. Auf jeden Fall, was wichtig ist, dass Sie jetzt ein Tondokument hören, was natürlich zusammengeschnitten ist, weil es waren insgesamt 142 Minuten. Davon werden wir jetzt 7 Minuten hören, 7 kurze Auszüge, die jeweils vielleicht manchmal nur 1 Minute dauern. Und es geht um verschiedene Fragen, die zentral waren für das Interview. Also die erste Frage, das bespricht auch Herr Ette in seinem Buch, Comprendre c'est pardonner, also verstehen ist verzeihen. Die zweite Frage zu Schuld und Scham, auf die Jauss auch auf eine sehr spezielle Art und Weise der Entpersonalisierung antwortet, und schließlich das Soldatenleben. Und da gibt es noch andere Fragen, aber die sollen wir selbst entdecken. Eine, das endigt sich mit einer langen Antwort von Jauss, über welche wir können dann sprechen, ist sehr wichtig. Das ist sehr und sehr treffend. Ja, und Sie fordern uns auf, eben auch die Atmosphäre dieses Interviews aufzunehmen und trotz oder gerade aufgrund der schlechten Tonqualität, denn es gab damals noch kein iPhone,
Also bitte ich Sie um etwas Geduld, 7 Minuten, jetzt O-Ton aus dem Interview. Quel est le sens, je dirais, que vous, aujourd'hui, comme être humain, vous accordez au silence d'une génération de gens intelligents, cultivés, dont le rôle, la fonction et le métier a été de transmettre de la mémoire et du savoir, que ce soit de philosophes, que ce soit Heidegger ou d'autres, n'est-ce pas? C'est bon. Comment, librement, vous, aujourd'hui, vous pourriez dire quelque chose de ce silence? C'est surtout comprendre, c'est tout pardonner. Alors c'est une notion très douteuse. Oui. Alors j'ai justement parlé de ça pour voir, on ne peut pas comprendre le Holocauste. Ce n'est pas une affaire de comprendre parce qu'on ne peut pas l'approuver. Oui, il y a peut-être la fameuse distinction entre Schuld et entre Scham. Alors ce sont deux choses très Scham, différentes. la honte. Oui, Scham, la honte, oui, oui. Entre culpabilité et la honte. culpabilité de l'un côté, alors on ne doit pas se sentir coupable, mais ceci n'empêche pas qu'on a honte d'avoir gardé le silence. Ceci fait petit. Aujourd'hui, je dirais même aujourd'hui, je parle en 1996, où on peut dire ce n'est pas en 48 ou en 54 où un jeune homme a à faire une carrière académique, à ne pas aussi, dans un instinct de survie, à ne pas menacer son avenir en peut-être réfléchissant ou en prenant position par rapport à un passé proche. Mais aujourd'hui, lorsque je vous demande, c'est vrai, au fond de prendre position par rapport au silence de toute une génération. Oui, alors, quand on avait 17 ans et quand on est devenu chef d'une compagnie à 18, alors on avait la responsabilité pour une centaine d'hommes et dans cette compagnie, et à travers 2 ans, die normale Stärke der Kompanie waren 120 Menschen. In 2 Jahren sind 400 Menschen da durchgelaufen, das sind 60 davon gefallen und so fort. Alors ce qui restait, c'était une camaraderie, une communauté de la survie qui ne tenait aussi longtemps que le danger existait. Après, on n'avait plus rien à se dire. Les expériences que j'ai eues en tant que soldat et surtout en tant qu'officier de réserve dans la Waffen-SS, je ne trouve pas que ceci serait vraiment exemplaire. Je ne peux pas dire des choses qu'on ne connaît pas sur cette organisation. Ça c'est de nouveau et d'autre part, alors reconstruire ce qui s'est passé quand j'étais là, c'était un travail d'un historien de la guerre, et alors si je ne fais pas ça, ça commence à devenir de la pure littérature. Si on fait l'hypothèse, qui n'est pas impossible, que ce silence et cette honte est lié à tout ce qui n'a pas été militaire et guerrier, mais à l'autre part indicible de cette aventure délirante, donc si on prend ça, et si je vous demandais si vous avez quelque chose, comment est-ce que vous feriez si vous étiez dans une salle en faisant une conférence face à un public qui contiendrait un grand nombre de survivants du génocide ou d'enfants de ces survivants, ou de gens qui sont morts d'ailleurs, est-ce que vous auriez, vous, le souhait de dire quelque chose, comme vous l'avez eu dans votre biographie personnelle? Vous voyez ma question. J'essaye de déplacer du biographique vers le public, mais c'est la même thématique existentielle. Mais ceci dépend si je pouvais avoir la certitude que de l'autre côté, je ne rencontre pas un refus rigoureux et absolu de comprendre. Alors il y a compréhension et non-compréhension, mais il y a aussi entre les deux le début de vouloir comprendre. Et alors là, je rappelle encore une fois Gadamer, dans sa rencontre avec Derrida où j'étais témoin
à Paris, il y avait un colloque publié dans Texte et Application où il a rencontré Derrida. Et il a été discuté et interprété pendant 3 ou 4 heures par des collègues français. Et d'ailleurs aussi par Derrida. Alors, à la fin, il disait, alors messieurs, après cette discussion, j'ai appris quelque chose. J'ai toujours cru comprendre, c'est se comprendre dans quelque chose. Mais j'avais oublié qu'il y a une base de la compréhension que nous tous avons oublié dans la discussion. C'est quelque chose de très simple. C'est la bonne volonté de comprendre. Oui, oui. Et c'est ce qui nous manque. Il le disait surtout adressé à Derrida. Alors Derrida faisait un discours terrible, n'est-ce pas, contre la bonne volonté. Mais s'il y avait, si vous étiez convaincu, je veux dire, à la limite, un journal élu, c'est tiré à 500 000 exemplaires, élu par des millions de personnes, donc là, c'est pour ça que je dis, c'est en même temps public, mais on met en prémisse qu'il y a cette volonté, plus d'un demi-siècle après, qu'il y a cette bonne volonté de comprendre. Vous auriez eu le désir de dire quoi? Ça dépend de la situation. Alors, dans la situation présente, maintenant. Il y a des situations, je veux dire, s'il y a quelque chose qu'on devrait, moi de l'un côté, et les auditeurs dans la salle de l'autre côté, trouver ensemble, c'est-à-dire que nous ferons dans une entreprise commune, mais seulement me placer et faire une confession de foi, de ma honte seulement concernant moi-même, ceci ne serait pas assez, d'après ce que j'ai dit. Oui. Alors, il faut trouver, comme le disait Renan, nous sommes dans une communauté, une entreprise de l'avenir. Et en vue de cet avenir, je dois dire de ma provenance ceci. Mais je ne peux pas faire une confession de foi absolument privée. Je m'accuse, ce serait une accusation quand même, et qui est gratuite parce qu'elle n'aboutit pas à quelque chose qui concerne notre avenir commun. C'est un demi-mot parce que je crois que la salle doit parler. Simplement, en écoutant moi-même la fin, vous avez compris, je lui dis, mais vous êtes dans une salle, il y a des survivants du génocide ou des enfants et tout, vous dites quoi? Et il dit, mais ça dépend ce qu'ils peuvent entendre, je sais pas, etc. Après, il dit que faire des aveux, ça n'a aucun sens, il appelle Renan à la rescousse. Mais en écoutant ça, donc en 15 secondes je m'arrête, je me dis qu'il faut peut-être aussi réécouter et relire ce type de document avec ce qu'on a trouvé dans les Schwarzehefte de Heidegger. Dans les Schwarzehefte de Heidegger, on voit clairement sur sa plume qu'il y a une concurrence entre, au fond, une concurrence du point de vue de Heidegger entre les victimes, entre les Allemands victimes, eux-mêmes victimes, soit victimes des Juifs, chez Heidegger, puisqu'il les protocoles des sages de Sion, ou des Allemands victimes du nazisme, et les Juifs, voilà. Et il y a quelque chose de ça, il se met sur le même plan que ceux à qui je lui propose de s'adresser. Et au fond, son silence, un des nœuds durs peut-être, j'en sais rien, c'est être qui est spécialisé, serait autour, cette impossibilité naîtrait aussi de ça.